Bonjour. Comment ça va? Il fait chaud, hein? Il fait chaud. Il pleut. Mais il fait chaud aussi. Comment allez-vous? Je vous ai préparé des trucs, allez ouf. Moi-même, je suis choquée de ce que j'ai trouvé. L'adresse email, si vous voulez envoyer des suggestions d'affaires, c'est minuitreplay@gmail.com. Du coup, j'en profite aussi pour vous parler de mes réseaux sociaux autres que Twitch. Donc, à regarder après minuit, ma chaîne principale pour les personnes qui ne me connaissent pas, mais j'en doute. Il y a aussi, bien sûr, mon compte Instagram. Et bah Twitch, je sais pas pourquoi je le partage, parce qu'on est ici déjà. Donc, anyways. Une mère de 44 ans du Michigan a été arrêtée plus tôt ce mois-ci pour son rôle dans la mort de son mari, décédé devant un restaurant Wendy's, après qu'il ait été éjecté du capot de son véhicule. Vinis Dayani Leon, donc Vinis c'est le prénom de la meuf, c'est un peu particulier, mais voilà, donc Vinis a été officiellement traduite en justice pour un chef d'accusation de, alors c'est probablement un problème de traduction, mais c'est écrit violation en mouvement. Alors, violation en mouvement, en fait, c'est que le crime a été commis en mouvement parce que la voiture était en mouvement. Donc c'est par rapport à ça. Et donc cette accusation, ce crime a entraîné la mort de Robert B. Leon en mars 2024. Vinis a comparu lundi devant le tribunal du district du comté de Hollande pour sa mise en accusation et a été libéré après avoir déposé une caution de 1000 $. Alors j'étais quand même un peu choquée de la caution, mais bon après apparemment, il y a une raison. Selon un rapport de mlive.com, l'incident tragique s'est produit le 25 mars vers 12h35 au Wendy's situé sur East 16e rue à Holland, donc dans le Michigan. Le couple se trouvait sur le parking du restaurant avec leur fille dans la voiture, une Dodge Charger 2009, lorsqu'ils ont eu une vive dispute. À votre avis, pourquoi ils se sont embrouillés? Je sais même pas s'il est possible que vous deviniez. Celui qui a la plus grosse portion. Le petit-déj, le poulet pas cuit. Alors ils s'embrouillent dans la voiture, après avoir mangé, je crois. Donc c'est pas lié à la bouffe, malheureusement. Robert serait sorti du véhicule, mais lorsque sa femme a tenté de sortir du parking, il a sauté sur le capot de la voiture en mouvement. Robert est tombé au sol et s'est cogné la tête, provoquant une hémorragie cérébrale. Il est transporté à l'hôpital Cornwall Health Zealand, où son décès, je suis désolée, j'ai des poils de chat partout sur le visage, où son décès a été ensuite constaté. Vinis a fourni des détails supplémentaires sur les événements qui ont conduit à l'incident mortel dans une interview. Je n'y crois pas, je suis sidérée, a-t-elle déclaré au commissariat, soulignant qu'elle n'avait aucune intention de blesser son mari. Vinis a expliqué que la dispute venait du fait qu'elle avait récemment commandé une Nintendo Switch alors que son mari voulait une PlayStation 5. Voilà le sujet de l'embrouille. Il était vraiment bouleversé. Je ne l'ai jamais vu s'emporter comme ça. Jamais. Je ne sais pas pourquoi il était si en colère, a-t-elle déclaré. Mais ensuite, il a commencé à m'insulter et à être très agressif. Il a fait peur à ma fille. Elle a crié à plein poumon, comme si elle avait peur parce qu'il me criait dessus. Il m'a giflé, puis il m'a donné un coup de poing sur le bras, et je lui ai dit « Tu sais, je peux annuler la commande. Je peux commander la PS5. » Bon, j'imagine qu'elle devait crier. D'un côté, j'ai envie de rigoler, mais d'un côté, il y a quand même un mec qui est mort. Alors que la dispute continuait de s'intensifier, Vinis a déclaré que son mari était tellement bouleversé qu'il est sorti de la voiture, la laissant seule, elle et sa fille, dans le véhicule. Selon Vinis, son mari était tellement incontrôlable que leur fille lui criait de s'éloigner d'elle. Elle a affirmé que Robert essayait de briser la vitre côté conducteur. Ma fille crie, elle dit « Maman, sors-moi d'ici, éloigne-moi de lui, maman, sauve-moi ». Alors je suis sortie de la place de parking et j'ai roulé, j'ai avancé, bon, plutôt elle a reculé. Vinis affirme qu'elle essayait seulement de se rendre au parking adjacent pour donner à son mari une chance de se calmer lorsqu'il a soudainement sauté sur le capot de la voiture. Alors que je faisais marche arrière pour sortir de la place de parking, il a sauté sur le capot et il s'est accroché à l'endroit où se trouvent les essuie-glaces. J'avais commencé à reculer et alors que je tournais, il a glissé et s'est cogné la tête. C'est ce qui l'a fait mourir. Il a eu une hémorragie cérébrale inopérable, a déclaré Vinis. La violation en mouvement, enfin donc le crime qui est reproché à Vinis, est un délit passible d'un maximum d'1 an de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 2000 €. Bouleversé par l'achat d'une Nintendo Switch, mais c'est encore pire que la bouffe. Tout à fait, Audrey. I don't understand. Comme elle a dit, en fait, elle pouvait l'annuler. Est-ce qu'il avait bu? Est-ce qu'il avait pas bu? Je pense pas. Ils étaient chez Denise avec leur fille, donc j'imagine que c'était voilà, un repas de famille qui était prévu. Tu meurs pas pour une PlayStation 5. J'adore jouer, mais je ne mettrai pas ma vie en péril
pour une PlayStation 5 a sauté sur le capot, quoi. Merde, il a glissé. Il a glissé de la voiture. J'ai raconté cette affaire à Justin tellement j'en revenais pas. Il me dit, faut choisir son combat dans la vie. Alors Justin, pour information, m'a aidé pour ce live. Et il m'a trouvé 3 affaires. Donc il y a 3 affaires qui sont par Justin, je vous dirai lesquelles à chaque fois. Il était en vacances avec la famille de sa petite amie. Il ne savait pas qu'il avait tué le père de celle-ci un jour avant le voyage. Un homme de l'Oregon passera 19 ans derrière les barreaux pour avoir mortellement frappé et étranglé le père de sa petite amie un jour avant de partir en vacances avec sa famille en 2022. James Orlando Harris, 54 ans, a été retrouvé assassiné en octobre 2022 à Portland, dans l'Oregon, par des policiers de Portland, en réponse à un rapport faisant état de circonstances suspectes, a déclaré mardi le bureau du procureur du comté de Multnomah dans un communiqué. La police a arrêté Zachary Ackman, le jeune homme là qu'on voit, identifié plus tard comme le petit ami de la fille de Harris, la victime, en lien avec le meurtre survenu plus tard dans le mois. Le 13 mai, à la suite d'un accord de plaidoyer, un juge de l'Oregon a condamné Zachary, aujourd'hui âgé de 24 ans, à 19 ans de prison, 17 pour homicide involontaire au premier degré et 2 ans pour abus sur cadavre, selon le communiqué du bureau du procureur. Il a d'abord été accusé de meurtre au premier degré, d'usage illégal d'une arme et d'abus sur cadavre. J'ai une autre photo, alors là c'est la route sur laquelle on a retrouvé le corps de la victime. Le 9 octobre 2022, Harris a été retrouvé par la police dans un sac de couchage qui avait été jeté dans des broussailles épaisses et les rapports d'autopsie ont montré qu'il est mort après qu'il ait reçu un coup de marteau à la tête et après qu'il ait été étranglé avec une aisse de chien. Le rapport d'autopsie indiquait en outre qu'il avait été tué le 4 octobre. Selon un affidavit, Zachary a été filmé sur des images de surveillance, écoute bien, couvrant la fenêtre de la cuisine de Harris avec une serviette le jour du meurtre. La vidéo montre également la petite amie de Zachary l'aidant à transporter un lourd conteneur, enfin donc c'est le sac de couchage, dans sa voiture. C'est sa voiture à elle, donc c'est celle de la petite amie. La jeune femme a ensuite déclaré aux autorités qu'elle n'était pas au courant de la présence du corps de son père à l'intérieur du conteneur qu'elle avait aidé à déplacer. Elle pensait qu'elle aidait Zachary à se débarrasser d'ordures. C'est pas tordu de faire ça à ta meuf, de lui faire porter le cadavre de son père sans qu'elle le sache. C'est un autre level de schizerie là. Je continue. La petite amie a déclaré à la police que Zachary ne l'avait informé qu'après coup qu'elle l'avait aidé à déplacer le corps de son propre père. La petite amie a déclaré aux autorités qu'elle avait peur de Zachary, elle n'a pas été inculpée pour ce meurtre. La police n'a pas rendu publiques les motivations de Zachary Ackman. Et je me demande à quel moment elle l'a aidé en fait. Est-ce que c'était juste après le meurtre? Est-ce que c'était... Alors c'était forcément dans les 24 heures qu'on suivit, parce que le lendemain, enfin 24 à 36 quoi, le lendemain ils allaient en vacances ensemble, donc c'était forcément très peu de temps après. Mais purée quoi. Un mandat d'arrêt a été émis contre Tasha Epps en février 2022, après qu'elle ait décapité son fils de 6 ans, Carvel Stevens. Elle a ensuite été accusée de meurtre au premier degré et d'action criminelle armée. Donc elle avait une arme au moment des faits. Des documents judiciaires indiquent que la police a été appelée au domicile de Tasha, pour vérifier son bien-être, à elle en plus. Lorsqu'ils sont arrivés, les policiers ont trouvé du sang sur sa porte d'entrée et ont pu entendre une femme chanter à l'intérieur. À mesure qu'il frappait, le chant devenait plus fort. Lorsqu'un policier a regardé par la fenêtre de la maison, il a déclaré qu'il pouvait voir une partie du corps de l'enfant. Mais regarde-moi comment il est trop chaud. Ils ont forcé la porte arrière et trouvé Tasha avec du sang sur les jambes, sur les pieds, ainsi que sur le reste du corps du garçon. Un chien décapité a également été retrouvé dans le sous-sol de la maison. Les procureurs ont déclaré que Tasha avait dit au détective « Ce corps est celui de mon fils ». Elle a reconnu le meurtre. Elle avait déjà lutté contre la toxicomanie, la dépression et de graves traumatismes et des hallucinations. En juin 2022, Tasha a été jugée mentalement inapte
à subir son procès et l'affaire a été suspendue. Suite à la décision de vendredi, l'État sera autorisé à présenter des preuves à un grand jury. Une mise en accusation devant un tribunal avec un grand jury a été fixée à 14h le 29 avril. Et dans un autre article, écoute, elle m'a retourné le cerveau cette affaire. Alors déjà, je n'ai pas compris pourquoi ce mugshot. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est elle qui s'est fait ça? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui lui a fait ça quand elle était en détention provisoire? Voilà, tu vois, son premier mugshot là qu'on voit au milieu, elle a des cheveux. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Attends, il y a encore un truc pire. Je continue. Donc dans un autre article qui est publié plus tard, je crois beaucoup plus récemment, donc une femme de Kansas City accusée du meurtre de son fils de 6 ans en 2022 a plaidé non coupable de 2 accusations lundi après avoir été jugée mentalement apte à poursuivre une procédure pénale. Un grand jury a inculpé Tasha F, 37 ans, la semaine dernière, de meurtre au premier degré et d'accusation d'action criminelle armée devant le tribunal du comté de Jackson. Les mêmes accusations que les procureurs ont déposées contre F en 2022 pour le meurtre présumé de son fils, Carvel Stevens. La procédure avait été suspendue pendant que Tasha suivait une période de traitement sous la supervision du département de la santé mentale du Missouri, mais l'affaire pénale a repris son cours lorsque le juge Jerry Zhang a statué le 19 avril que Tasha était mentalement apte à subir son procès et a ordonné que l'affaire se poursuive. Tasha, qui est restée sous la garde du département de santé mentale de l'hôpital d'État de Fulton, a fait une brève apparition par vidéoconférence alors qu'elle plaidait. Sa prochaine audience est fixée au 7 mai. Lors d'un entretien avec les enquêteurs, Tasha a identifié la victime comme étant son enfant et a admis avoir tué le garçon dans une baignoire. Le procès est prévu pour avril 2025. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des antécédents de maladies mentales, de dépression, d'addiction, tout ça, et sa famille le dit d'ailleurs. Dans un article, il y avait aussi une autre phrase que j'ai pas ajoutée, c'était que voilà, sa famille, ils ont parlé à la police et ils ont dit bah voilà ce qu'on peut vous dire d'elle, c'est qu'elle a des soucis. Mais à ce moment-là, pourquoi il y a personne de la famille qui l'a pris, ou pourquoi elle-même ne l'a pas, je sais pas, laissé confier aux services sociaux, enfin j'en sais rien. Mais oui, elle a décapité son chien, le chien retrouvé dans le sous-sol de la maison. Donc elle décapite son fils et son chien. Et je pense que si elle a décapité le chien, c'est parce qu'il a mangé, il a dû manger, enfin je sais pas. J'ai pas plus d'éléments, je fais que des théories, voilà. J'emmène pas les gens malgré eux se faire soigner. Et c'est le problème même de l'addiction, ou de la dépression, ou de personnes qui sont dans des problèmes très lourds. C'est à eux de vouloir se guérir, malheureusement. Tu peux pas les forcer. Sauf s'il y a danger, comme là, dans le cas où c'est trop tard et que l'enfant a été malheureusement assassiné, mais tu forces pas les gens à se soigner, en fait. Que ce soit de dépression, d'addiction, de perversion, comme les gens qui aiment les gosses et tout ça, voilà. Tu peux rien faire. Et j'imagine que sa famille a peut-être essayé de l'aider, j'en sais rien, mais bon. Elle doit avoir un trouble vraiment très grave, quoi, pour qu'elle en soit arrivée là. Mais ça n'empêche pas que, voilà, t'as placé soit derrière les barreaux, soit dans un hôpital. Et apparemment, de ce que je comprends de cet article, c'est qu'elle est jugée inapte. On l'envoie dans un hôpital pour se faire soigner pendant un temps, et là, elle est déclarée apte à subir son procès. J'ai l'impression qu'ils l'ont rendue apte à subir le procès. Tu sais, on l'a mis du scotch, tu sais, pour faire tenir le truc vite fait, on la met devant le procès, vas-y, tiens, on va te juger pour le crime horrible que t'as fait, et après, qu'est-ce qui va se passer? J'espère qu'elle va continuer à être traitée, elle a clairement besoin, cette personne. Enfin bref, ce n'est que mon avis. Je te montre cette photo, tu penses à quoi? Tu ne penses à rien, Sarah. Eh ben, tu as bien raison, parce que quoi qu'il arrive, quoi que tu aurais pensé, tu aurais été très loin de... Un homme du Texas est détenu par le gouvernement fédéral après qu'une enquête du FBI aurait révélé qu'il avait agressé sexuellement 2 jeunes enfants, aux côtés de plusieurs autres hommes, affirment les autorités. Arthur Fernandez, troisième du nom, a été arrêté en décembre et accusé d'exploitation sexuelle d'enfants, selon les archives judiciaires. Début décembre, le Centre australien de lutte contre l'exploitation des enfants, le ACCCE, a informé le FBI, donc aux États-Unis, des vidéos de maltraitance d'enfants qu'ils avaient vues sur le dark web, sur un forum, sur invitation uniquement. L'ACCCE a fourni aux enquêteurs 3 vidéos montrant Fernandez abusant sexuellement de 2 mineurs à des occasions distinctes. Dans les vidéos, Fernandez n'est pas seul. L'enquête a identifié au moins 6 autres hommes qui se sont livrés aux attaques présumées contre les enfants à différentes occasions. La plainte indique que les enfants étaient âgés
de 2 à 3 ans au moment des agressions. Les enquêteurs ont identifié un des enfants grâce à l'utilisation d'un référentiel d'images open source qui ont trouvé un membre de la famille de l'enfant sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs ont ensuite montré aux membres de la famille une photo tirée de la vidéo qui aurait montré le bras de Fernandez. Après avoir vu la photo, le membre de la famille a identifié un bijou comme étant du même type que celui que porte Fernandez. Elle a reconnu un bijou, la meuf, tu rends compte ou tu rends pas compte? Le membre de la famille de l'enfant a déclaré qu'elle connaissait Fernandez, parce que les deux travaillaient au centre commercial Galleria à Houston, selon la plainte. Je suis déjà allée dans ce centre commercial avec un pote. Fernandez a proposé un jour de garder un œil sur l'enfant pendant que le membre de la famille travaillait, a-t-elle déclaré aux autorités. Elle a fourni aux enquêteurs le compte Instagram de Fernandez, après quoi les autorités l'auraient identifié comme l'un des agresseurs des vidéos. Elle a également identifié une autre femme sur le compte Instagram de Fernandez comme une personne proche de lui qui a un enfant mineur. Les enquêteurs se sont ensuite entretenus avec la deuxième femme qui a identifié l'autre victime présumée, d'après les vidéos, comme étant un membre de sa famille. La deuxième femme a également déclaré qu'elle connaissait Fernandez parce qu'il travaillait dans le même magasin du centre commercial. La plainte affirme que les vidéos montrent les enfants pleurant ou repoussant les hommes lors des attaques présumées, au cours desquelles les hommes font des commentaires verbaux obscènes. Les enfants ont été maltraités physiquement, sexuellement, comme le montrent les vidéos. À au moins une occasion, une attaque contre les enfants a eu lieu dans les toilettes du centre commercial. Les autorités pensent que les agressions montrées dans la vidéo ont eu lieu entre avril 2023 et mai 2023. L'un des enfants dans les vidéos avait été confié à la garde de Fernandez avant cela, vers décembre 2022. Fernandez a plaidé non coupable des accusations portées contre lui, selon les archives judiciaires. Et regarde sur l'Ahram, il a toujours son compte Instagram, 350 followers, c'est quand même pas mal. J'ai essayé d'aller voir évidemment si je pouvais trouver des photos de sa sale gueule. Le compte est privé. Alors j'allais pas le demander en ami quand même, juste pour des photos. De toute façon, je pense qu'il n'aurait pas accepté. Je pense qu'il est incarcéré, en détention provisoire. J'ai une fille de 11 ans et on me demande pourquoi je me méfie de tout le monde. Possiblement parce que avoir l'air bien n'est pas être nécessairement. Mais totalement. Totalement. C'est un mec en qui t'as confiance, tu sais. Je pense que si j'ai des enfants, je les enferme à la maison jusqu'à leurs 18 ans. C'est bien 18 ans pour commencer à sortir dans le monde, non? Je les enfermerai pas, mais je me méfierai tout le monde. Je les laisserai pas aller dormir chez... je sais pas, tu dors à la maison, tu dors pas ailleurs qu'à la maison. J'ai une copine, elle envoie pas sa fille en colonie de vacances. Classe de mer, classe de neige, classe de... Après tu te dis c'est dommage parce que il rate des occasions, il rate des trucs. Mais j'ai une copine, elle veut pas que sa fille elle parte... Et le père est d'accord aussi. Hein. Le père a dit non, ils veulent pas, ils ont trop peur. Et j'ai l'impression qu'on en entend parler de plus en plus. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'avec justement avec les réseaux sociaux, c'est des choses dont on est plus au courant. Après, en vérité, tu peux que faire de ton mieux en tant que parent. Hein. Tu peux pas, tu pourras jamais les protéger de tout, c'est pas possible. Mais de se dire ça là, putain, j'espère qu'il va prendre cher. Au Texas, un homme de 34 ans a été accusé d'avoir défiguré sa petite amie lors d'un incident de violence domestique. Il lui aurait mordu un bout de son nez après avoir appris qu'elle travaillait dans un club de striptease local. David Morin Jr., lui là, a été placé en détention vendredi et accusé d'un chef de voie de fait grave ayant entraîné des blessures corporelles graves à la suite de l'attaque présumée. L'agression aurait eu lieu l'été dernier, le 24 juillet 2023. Et écoute, il y a encore des autres trucs qui arrivent, vous n'êtes pas prêts. Selon le rapport, Morin et sa petite amie se fréquentaient depuis environ 7 mois, mais se sont séparés environ 2 semaines avant l'incident. Morin aurait alors récupéré ses effets personnels de l'appartement de la victime. Cependant, le 23 juillet, il aurait tenté d'appeler la victime à plusieurs reprises. Ces appels ont été ignorés. En colère de ne pas avoir eu de réponse, la police affirme que Morin, vers 1h du matin le 24 juillet, est entré par effraction dans l'appartement de la victime, pénétrant dans la résidence en brisant une fenêtre et en grimpant à l'intérieur. Alors qu'il se trouve au domicile de la victime, Morin aurait découvert des documents d'emploi indiquant que la victime travaillait ou avait postulé pour travailler dans un club de striptease local. La découverte des documents a mis Morin en colère et les deux ont eu une altercation verbale qui a rapidement dégénéré.
Morin aurait attrapé la victime par la gorge et l'aurait étranglée pendant environ 10 secondes avant de finalement relâcher son emprise. La victime a ensuite tenté de se rendre à la porte d'entrée et c'est à ce moment-là que Morin l'aurait de nouveau attrapée et lui aurait mordu le visage, lui arrachant un morceau de nez. Après l'attaque, Morin a fui les lieux, la victime a ensuite été transportée à l'hôpital où elle a été orientée vers un chirurgien plastique. Morin a été arrêté vendredi et transporté à la prison du comté de Béchar où il a été détenu sous une caution de 75 000 $. Ce n'est pas le premier démêlé de Morin avec la justice. Écoute, il a été arrêté en 2013 et accusé de meurtre, mais les poursuites contre lui ont été classées sans suite lorsqu'un témoin clé ne s'est pas présenté au tribunal pour témoigner. Morin a été également arrêté en 2019 pour avoir prétendument, alors ils sont obligés de mettre prétendument, il n'a pas été condamné, battu sa petite amie enceinte, il lui aurait cogné la tête contre un mur, lui aurait donné des coups de pied et lui aurait dit qu'il ne voulait pas avoir l'enfant avec elle. La victime aurait déclaré à la police que l'attaque présumée était survenue après environ 1 an de fréquentation, période pendant laquelle Morin ne permettait pas à la victime de travailler ou de voir ses amis. Il a été accusé d'agression sur une personne enceinte. Cette affaire a été classée sans suite en raison de la disparition d'un témoin. J'ai cherché des autres trucs sur ce mec, je n'ai rien trouvé. Il est encore dehors, le mec. Accusé de meurtre sans suite, parce que le seul témoin qui pouvait témoigner contre lui a disparu. Je me demande s'il fait pas partie d'un gang. Parce que faire disparaître un témoin comme ça quand t'es tout seul, et y parvenir en plus, c'est ça le problème. C'est qu'il a réussi en fait à s'en sortir de ces 2 affaires. Donc il doit pas être seul, c'est sûr que le mec doit pas être seul. Et je pense qu'il doit y avoir d'autres trucs, beaucoup d'autres personnes impliquées, et beaucoup d'enjeux qui font que... Par contre, je sais pas comment c'était possible que sans le témoin pour la femme enceinte, je sais pas, il y a pas besoin d'un témoin pour une agression. Parce que du coup, combien de femmes continueraient de se faire tabasser s'il fallait qu'à chaque fois il y ait un témoin? Peut-être que le témoin qui a disparu, c'est la femme enceinte. Un homme de Géorgie recherché pour meurtre a été arrêté pour avoir laissé son téléphone avec une photo de son visage sur l'écran de verrouillage dans un restaurant où lui et ses amis ont dîné et sont partis sans payer. Hashtag Resto Basket. Brian Garfield Fort et ses amis sont sortis du Juicy Crab dans le comté de Cobb sans payer, laissant derrière eux une addition de 100 $. Le groupe est parti et le personnel du restaurant a appelé le 911. Lorsque la police est arrivée, un agent a trouvé le téléphone de Brian à la table où il était assis, puisqu'il est très intelligent. La photo de l'écran de verrouillage du téléphone était une selfie de Brian, ce qui a permis à la police de l'identifier rapidement. Mais faut vraiment être con, hein. Les enquêteurs ont appris par la suite qu'il était recherché pour meurtre. Un employé du restaurant a pris une photo de la plaque d'immatriculation de Brian avant qu'il prenne la fuite et l'a partagée à la police. En quelques heures, un lecteur de plaques d'immatriculation automatique a détecté la voiture de Brian à Brookhaven, où il a été placé en garde à vue. Brian aurait tué un homme à Decatur, donc dans la ville de Decatur, j'imagine, plus tôt cette année. Il a été également arrêté dans le comté de Gwinnett l'automne dernier, après avoir été aperçu en train de se promener à l'extérieur d'un lycée avec un fusil de chasse lors d'un match de football. Il est complètement pété du cerveau, lui. Brian est actuellement détenu à la prison du comté de DeKalb pour meurtre, vol par recel de biens volés et possession d'une arme à feu par un criminel condamné. Chose qui est interdite, évidemment. Au moins, il est assez con pour se faire retrouver rapidement, c'est clair. Le mec est responsable quand même, enfin, supposément responsable d'un meurtre, il n'y a pas encore eu de procès, mais bon, c'est GG, Brian, GG. Une consommatrice présumée de méthamphétamine s'est retrouvée derrière les barreaux lorsqu'elle a appelé la police de l'Indiana pour dénoncer son trafiquant de drogue, disant aux flics que le produit n'était pas ce qu'il était censé être. Sarah Harris, 34 ans, a composé le 911 à 2 reprises en janvier pour se plaindre qu'on lui avait fourni un mauvais sachet de méthamphétamine. Allô les flics, il m'a pas donné de la bonne. Harris aurait ensuite remis la drogue aux policiers à son domicile, de la ville de Bedford, dans l'espoir qu'il puisse tester son authenticité. Genre, elle veut qu'il teste sa cam pour voir si c'est de la bonne.
Confirmez-moi s'il vous plaît, parce que je vous assure, c'est pas de la bonne. Cet article vous a été trouvé par Justine. Je lui ai donné pour mission aujourd'hui, je dis écoute, j'ai beaucoup trop de travail là, s'il te plaît, tu as 2 articles à me trouver, affaires insolites. Il m'a dit ok, c'est bon, je m'en charge. Et il s'en est chargé. La mauvaise méthamphétamine lui a donné l'impression d'avoir une crise cardiaque, aurait-elle expliqué à la police. Harris aurait admis avoir sniffé une ligne de la substance et avoir ressenti quelque chose de différent quand je touchais ma peau et mes narines. Je veux dénoncer la personne qui m'a donné de la mauvaise méthamphétamine, aurait déclaré Harris. Pour sa franche honnêteté, Harris a été accusé de possession de méthamphétamine, un crime passible d'une peine maximale de 30 mois de prison. L'arrestation ne marque pas la première confrontation de Harris avec la police. Elle a déjà été condamnée pour vol, possession de méthamphétamine, méfaits criminels, conduite imprudente, résistance à une arrestation et conduite d'un véhicule à moteur en état d'ébriété. Ça se dit ça, Craquito, c'est trop cute! Un homme de Floride, recherché par la police, a tenté de les éloigner de sa trace en plaçant une grande pancarte devant sa maison indiquant « Je n'habite pas ici ». Cela n'a pas fonctionné. Je sais pas qui a écrit l'article, mais bien ouais. Johnny Yates, 41 ans, qui était recherché par le bureau du shérif du comté de Polk pour coups et blessures. Oui, mon fils! Johnny Yates, 41 ans, était recherché par le bureau du shérif pour coups et blessures aggravés, séquestration et falsification. Il a finalement été incarcéré. Les députés se sont présentés au domicile de Yates à Lakeland vers 14h45 samedi, après avoir appris qu'il était enfermé à l'intérieur. Lorsque les députés sont arrivés, ils ont remarqué une note écrite sur un tableau devant une fenêtre qui disait « Johnny Yates ne vit pas ici ». Eh bien, un tableau ne nous avait jamais... J'arrive même pas à lire, putain, désolé. Eh bien, un tableau ne nous avait jamais menti auparavant. Parce qu'on devrait le croire. Je crois que c'est la police qui dit ça. Les policiers ont interrogé quelqu'un qui quittait la maison, qui a confirmé Yates est à l'intérieur. Son stratagème a marché un quart de seconde. Après avoir encerclé la maison pendant 1 heure et demandé aux fugitifs de sortir, les policiers ont dû passer au niveau supérieur. Trop, c'est trop. La police lance alors un fumigène à l'intérieur. 4 personnes sortent de la maison, mais pas Johnny. Les députés appellent Johnny, mais toujours pas de réponse. Une deuxième dose de fumigène est lancée à l'intérieur de la maison, cette fois en la laissant faire son effet pendant un moment. Toujours aucune réponse de Johnny. J'arrive même pas à lire l'article, désolé. Finalement, les adjoints accompagnés de l'unité canine sont entrés dans la maison et ont localisé Johnny qui se cachait dans une commode modifiée. Je me suis dit, comment ça, commode modifiée? Je suis allée chercher un autre article pour confirmer. En fait, tu sais, t'as vu une commode? Il y a des tiroirs. Et en fait, ils ont cassé, coupé les tiroirs à l'intérieur pour en faire une cachette. Je continue l'article. Johnny a été arrêté et emmené en prison, sorti de la commode, arrêté et emmené en prison. Le bureau a déclaré que les 4 personnes qui étaient initialement enfermées dans la maison avec Yates avaient également été prises en charge. En ce qui concerne les 4 personnes qui n'ont pas coopéré avec les députés, chacune a reçu un petit cadeau, une accusation de résistance à arrestation et un voyage tout frais payé au Grady Judd Bed and Breakfast. Bien entendu, le shérif du comté, Grady Judd. En fait, les 4 personnes, c'est pas des personnes qui ont été séquestrées avec lui. Le problème, l'affaire de séquestration, c'était avant et avec d'autres personnes, ou peut-être une autre personne. Personne, en fait, à l'intérieur de la maison, c'est juste des gens qui voulaient pas sortir et qui habitaient là, quoi. Et qui ont pas voulu le rendre non plus aux autorités. Enfin, voilà, dire hey, il est là, il est là. Le mec, il a cru que son panneau, ça allait marcher. Je n'habite pas ici. Ok. Bon, bah, on va faire demi-tour. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il pense que le truc fonctionne? Par contre, là où j'avoue qu'il a été intelligent, c'est la cachette dans l'armoire. Jamais j'aurais pensé à ouvrir une armoire avec des tiroirs pour voir s'il y a quelqu'un dedans. Et on est nombreux ce soir, donc déjà merci d'avoir été présent à ce live. Désolée de pas être revenu la semaine dernière, bon, c'est passé des petites choses, mais rien de méchant, rien de méchant. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, merci beaucoup Schizo. Venez nous rejoindre sur le Discord pour parler de tout, de rien, parler du projet d'écriture collaborative aussi, ça arrive bientôt, faut que je voie un avocat. Donc il faut que je prenne le temps de faire ça. Pour les suggestions d'affaires, n'hésitez pas à envoyer un email à l'adresse minuitreplay@gmail.com. N'hésitez pas aussi à aller voir ce que je fais sur ma chaîne principale, à regarder après minuit sur YouTube si vous ne me connaissez pas de là. N'hésitez pas aussi à aller voir mon compte Instagram. Merci de votre présence à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon appétit pour les personnes qui vont manger. C'est tout pour moi et on se retrouve très bientôt pour un prochain live ou un replay haut en émotion.